Chers téléspectateurs, bonsoir. Les titres du journal. Journée mondiale de lymphome commémorée dans tout le village planétaire. Le lymphome, maladie cancéreuse très méconnue, mais de plus en plus répandue. Son diagnostic et sa prise en charge avec Guifren Dongoubian de la rédaction. Un zoom sur une statue herculienne implantée en bordure de route depuis près de 10 ans. Ici à Libreville, la rédaction de Gabon Première est allée à la quête des informations concernant son créateur et les raisons de sa présence à cet endroit. Et puis, nos projecteurs sont braqués sur plusieurs types de travaux effectués sur les voiries municipales de Vendo dans les communes de Franceville et de Port-Gentil. Madame, Messieurs, bonsoir à nouveau. Nous ouvrons notre journal avec cet accident de la circulation de la route survenue à Meyang au PK 48. Donc aujourd'hui, ce dimanche, fort heureusement, aucune vie humaine n'ont été brisées, mais des dégâts matériels considérables. L'excès de vitesse dû à un fort taux d'alcoolisme au volant serait la cause de ce drame. Cet énième accident de la circulation de la route pour non-respect des règles de conduite et du code de la route, bien sûr, interpelle les autorités du ministère des Transports. Il serait donc judicieux de rendre effective la pratique de l'alcotest pour tous les automobilistes. Alors, aujourd'hui, la communauté internationale commémore la journée mondiale de lymphome. Lymphome est une maladie cancéreuse présente dans le sang. Alors, elle est très méconnue, mais curieusement beaucoup répandue. Son diagnostic et sa prise en charge dans ce journal, dans ce reportage que je vous propose de suivre. Le lymphome est une forme de cancer qui peut survenir à tout âge et touche tout le monde. Il reste néanmoins méconnu du grand public et demeure difficile à dépister, bien qu'aujourd'hui son diagnostic et sa prise en charge par les hématologues soient bien établis. Forme de cancer du sang la plus répandue, troisième cancer le plus connu chez l'enfant et sixième cancer en termes d'incidence, le lymphome est un cancer dont la fréquence a le plus augmenté ces dernières années. D'importants progrès ont été réalisés sur les traitements ces 15 dernières années. Ils sont aujourd'hui bien mieux ciblés, donc plus efficaces et mieux tolérés par les patients. Les traitements diffèrent en fonction du type de lymphome, de son stade d'évolution ou encore de l'âge du patient. Il existe 4 grandes catégories de traitements pouvant être utilisés seuls ou en association. La chimiothérapie, l'immunothérapie, la radiothérapie et la greffe de la moelle osseuse. Le diagnostic et la prise en charge des lymphomes offrent donc aujourd'hui de réels espoirs de guérison aux patients. Alors, si vous avez déjà emprunté, ce qui est d'ailleurs sur la voie qui relie le feu rouge Nambakele à la poste d'Akebe, vous avez dû certainement aperçu en bordure de route une statue très imposante. Il s'appelle le costaud. Alors, c'est qui le costaud? Quelle est son histoire? Alors, ce sont des éléments d'interrogation auxquels peuvent apporter des réponses Guy Franklin Mangenga et Arnaud Mbabekong. Regardez. Au centre d'Akebe, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, se dresse cette statue géante et impressionnante appelée communément le costaud. Son histoire est méconnue par les riverains et même par l'auxiliaire de commandement. Je n'ai pas tellement une idée tellement très fixe, mais je sais qu'elle est là depuis. Moi j'ai trouvé ça, j'étais encore petit. Donc si vraiment on me demandait de parler de l'histoire du costaud, ça va pas passer pour moi. Je pense que c'est un étranger qui a fait ça pour faire quand même des salons de gymnastique. Notre envie de comprendre davantage sur les raisons qui justifient son érection à cet endroit nous a conduits de l'autre côté du quartier où nous attend l'un des doyens d'Akebe. Ici, tout comme chez le chef de quartier, l'histoire du musclore reste ambiguë. Si c'était un plancher en beige là, je pouvais savoir et s'agir. Mais nous, on a trouvé ça maintenant à la route. Il n'y en avait pas l'explication. Ils ont placé ça seulement comme ça. Au pied de celui-ci jouent les petits garçons qui trouvent du plaisir à passer et repasser leurs mains sur ces énormes mollets et cuisses. Je veux être comme
lui parce qu'il est trop costaud et il est trop fort. Le costaud m'énerve. Qui a alors érigé cette statue et pourquoi? Les avis sont partagés. Tantôt, il symboliserait une salle de musculature qui aurait été construite non loin de là par un sujet étranger. Tantôt, il caractérise la libération des esclaves. Les deux hypothèses sont bien entretenues, mais ni les intempéries, encore moins le temps, n'ont pas suffi à dépeindre l'image du costaud. Son sous-vêtement vert et sa chevelure noire, ainsi que son corps blanc, sont bien entretenus. Alors, nous allons aborder d'autres sujets en rapport avec les jeunes dans le secteur des petits métiers. Alors, il y a un jeune Gabonais qui excelle dans le rebobinage des moteurs des groupes électrogènes sans formation académique aucune. Georges Kombila et Tanguy Taka ont rencontré ce jeune. Alan Tsagé, un jeune compatriote qui a choisi le métier de bobinage des moteurs de groupes électrogènes, postes à souder et les compresseurs, une activité qu'il exerce depuis 2 ans déjà. C'est une formation sur le tas, j'ai appris tout ici. Et en fait, en plus de ça, il y a un autre truc que je fais, c'est le bobinage. Le bobinage, les moteurs électriques. Vous allez voir comment ça se passe. La machine ici, c'est soit pour un problème mécanique ou un problème électrique. Mais dans le cas de celui-ci, c'est en fait les deux. Voici la partie électrique. La partie électrique est composée de sa génératrice. Et là, c'est un moteur de quoi? C'est un poste autonome, c'est pour souder. Par exemple, quelqu'un peut louer comme ça pour aller par exemple en brousse, souder un caterpillar. Voici les sorties, on branche les câbles ici. Un travail de concentration et de patience. La consultation du schéma, une étape indispensable qui permet de mieux agencer les sessions du spire dans une bobine. On est juste en train de la réparer, on rebobine. En fait, quand ça arrive, il y a beaucoup de protocoles avant d'arriver à ce stade-là. Il faut démonter le compresseur, extraire ceci, prendre un schéma et après refaire pareil, palmer le fil. En fait, des fils comme ça, il y en a plusieurs diamètres pour différents moteurs. Par exemple, celui-là, c'est S56. Ça, c'est notre petit appareil qui nous permet de, par exemple, de prendre une continuité si un câble est coupé. Quand ça sonne, ça veut dire que tout va bien. Quand ça ne sonne pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité. Et ça peut faire plusieurs choses. Par exemple, mesurer la tension, regarder si les diodes sont bonnes, ou bien mesurer le courant. Si je mets ça tout de suite dans la prise, là, ça va me donner la valeur du courant qui en sort. Quelques élèves recrutés en cette période de vacances, comme Yannick en classe de 4e au lycée Polémané-Yegui, au Lomi, qui se réjouit de la qualité de l'apprentissage. Les choses que j'ai trouvées à l'école en théorie, je les trouve aussi encore ici en pratique. Donc en pratique, c'est mieux encore, plus à expliquer, on peut plus voir les choses, comme le nombre de spires, tout ça là, donc ça m'aide beaucoup aussi. Comme ça l'année prochaine, je serai peut-être plus fort encore en physique et en maths. Situé dans la zone d'Ozungue, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, Jean-Claude dit être fier de la venue de ses enfants dans son atelier. Il me facilite le travail parce que si je suis sur une machine et que j'ai d'autres machines encore à démonter, je leur donne des indications et comme ils sont déjà habitués, alors ils suivent le pas. Un exemple de l'auto-emploi qui devait être encouragé par les pouvoirs publics. Alors, non loin du rond-point de la cité de la démocratie, il y a un autre jeune qui vit de la débrouillardise. Il a été licencié, mais il ne s'est pas congédié dans la fatalité. Il casse les cailloux, les revend et survient à ses besoins. Sheila Mebale, Marlise Mengue se sont entretenus avec ce jeune Gabonais. Difficile de rallier les changeurs de la démocratie sans apercevoir les tas de cailloux qui jonchent la route. Ce n'est nullement les tas d'immondices qui doivent être déversés dans les bacs à ordures d'Averda où travaillait il y a quelques mois encore parfait. Jeune Gabonais, la vingtaine révolue, exerce ici même son activité génératrice de revenus. Je n'ai pas le travail. Ici, la Libreville, et j'étais à Verda. Nous avons enlevé à Verda. Et tu sais qu'on a le Gabon est toujours comme ça. On est en train de chercher du travail. C'est pour ça qu'on j'ai créé mon activité pour faire les cailloux. Dans la vie, il faut combattre. Il faut combattre parce que moi, j'ai déjà une famille. J'ai un petit garçon de 2 ans qui doit aller à l'école cette année. En fait, la mairie est venue la fois dernière. Elle a dit qu'il faut arrêter. L'entrepreneuriat
Étant aujourd'hui le domaine par excellence de diversification de notre économie, le jeune Gabonais déterminé exhorte les pouvoirs publics à développer les mécanismes qui leur permettraient de mieux exploiter leur potentiel. Je vous appelle, s'il vous plaît, à la grâce du Seigneur. Quand on venait en aide, on ne peut pas mourir de faim dans notre pays, alors qu'on a tout chez nous. On n'a pas de travail. Maintenant, il y a le braquage partout. Quelqu'un comme moi, je me débrouille pour casser mes cailloux. C'est les cailloux-là qui me donnent à manger avec ma petite famille. Loin de lui l'idée de devenir un braqueur, Parfait opte pour la débrouillardise, valeur qu'il souhaite inculquer à d'autres Gabonais qui, eux, ont choisi la facilité. Alors, boucher les trous qui conditionnent l'érosion de nos routes, tel est le cheval de bataille du mouvement Génération Consciente. Ils ont lancé hier l'opération de colmatage des nids de poules dans les voiries municipales de la commune d'Ovendo et précisément dans le 1er arrondissement. Yolande Octavimve, Cédric Nzendo y était. Ces jeunes veulent embellir l'image de la commune. Raison pour laquelle ils entreprennent plusieurs actions de terrain ces derniers temps. Ce que les jeunes de ce quartier sont en train de faire, des actes qui posent, ce sont des actes sérieux, c'est des actes à encourager. Le mouvement Génération Consciente souhaite apporter sa contribution au développement du pays. Nous avons des jeunes maçons, des jeunes qui font dans l'imprimerie, de nombreux jeunes qui ont de nombreux projets. Donc nous les accompagnons, nous les suivons, nous les encourageons. Nous essayons également de venir en appui aux autorités publiques. Parce que vous savez, c'est aussi cela l'esprit citoyen. L'État ne peut pas tout faire. Et nous avons pensé que c'était la période idoine pour réhabiliter, pour former ces nids de poules, afin de faciliter, afin de soulager les populations. Déterminés à ne pas en faire leur dernière action, le MOGEC sollicite cependant le soutien du ministère des Travaux publics afin que leurs objectifs soient véritablement atteints. Nous avons par exemple le projet des cellules de veille, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nid de poules dans les quartiers, nous organisons les jeunes, nous fermons ces trous tous les 6 mois. Ça veut dire que nous n'allons plus attendre que le trou prenne de l'ampleur, que la route se dégrade et que ça cause des embouteillages. Il faut anticiper, il faut prévoir les choses. Donc nous espérons que le ministère des Travaux publics, que les mairies vont s'appuyer sur ce projet pour accompagner les jeunes. Il y a des routes en pavés. Les pavés, c'est quoi? Il faut accompagner ces jeunes, c'est des moules, c'est un peu de financement, c'est soutenir ces jeunes. Et je pense que ce sera bénéfique pour l'ensemble des populations. Ça créera de l'emploi, ça facilitera beaucoup de choses. Ce mouvement, qui regroupe plusieurs jeunes étudiants et cadres de la République, a été créé en 2015. Il compte aujourd'hui 250 adhérents. Alors des pavés, on en parle encore puisque dans la commune de Franceville, précisément au 1er arrondissement, on parle de la pose des pavés sur ces voiries municipales. Jacob Moukwangi, Joël Adjaï, reportage. La route du développement passe par le développement de la route, a dit une grande voix politique de ce pays, et la pose des pavés sur l'axe préfecture de l'Ampassa, sortie hôtel Beverly Hills, environ 400 mètres, tronçon à circulation dense, répond pleinement à cette réalité. Regard sur la technicité des travaux réalisés par la société SCE. Je commençais par le terrassement. J'ai fait la mise en place, le tapis de sable. Et là maintenant, je suis en train de poser. Et après, le posage, j'ai un réglage, j'appelle le réglage, un sablage finition. Je compacte, je scelle les joints. Combien de temps ça va prendre? En tout, ça me fait 1 semaine et demie, mais après, je libérerai la route après 15 jours. Pour les autorités municipales, ces travaux valent véritablement la chandelle. Vous avez vu, il y a plusieurs jours, DCPR, je voudrais dire, arriver à Franceville et nous donner des instructions fermes pour que les travaux de pavage puissent commencer. Vous savez, la ville de Franceville a plusieurs ruelles et qui malheureusement sont dans un état de délabrement très avancé. Et donc il a voulu que ces travaux se fassent dans les délais. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes ici aujourd'hui avec la mairesse du Premier pour lancer effectivement ces travaux. Après ce tronçon de route, d'autres voies seront touchées et cela en réponse aux souhaits des hommes politiques visant l'accélération de la transformation de Franceville.
Alors, à Port-Gentil, ce sont les Port-Gentillais qui épousent le concept Port-Gentil, ville propre, du plus simple citadin au plus grand opérateur économique. Tous apportent leur soutien multiforme au programme d'assainissement lancé il y a 5 mois par le maire Gabriel Ntchango. Marius Nyonda, reportage. Le programme d'assainissement de la cité économique, baptisé Port-Gentil, ville propre, ville prospère, reçoit le soutien des entreprises citoyennes et des populations. La 5e journée, ce 14 septembre, aura débuté par un important don en matériel de nettoyage, contribution de l'entreprise Morel et Prom à l'effort d'assainissement impulsé par le maire Gabriel Ntchango voilà déjà 5 mois. Renforcer l'effort que la commune fournit chaque jour pour assainir le cadre de vie des populations à travers ses actions de salubrité. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, permettez-moi pour finir de féliciter les efforts déjà effectués par la commune au bénéfice de la population de Port-Gentil et de nous souhaiter tout le succès dans la poursuite de notre mission. Puis, sur les différentes artères de la ville, ce sont les femmes de tout horizon qui se sont mobilisées aux côtés des équipes municipales pour ramasser déchets plastiques, désensabler la chaussée. Ce sont les femmes de Port-Gentil qui sont réunies. Il y a les femmes chrétiennes, il y a les femmes commerçantes, en train de donner aussi leur mot. Je dois nous envoyer une ville de moi. Nous sommes réunis à cette opération parce que tout simplement, il est bien normal que notre ville soit propre et que nous sommes participés à cet événement. Redonner à Port-Gentil son lustre d'antan et offrir aux populations un environnement sain, c'est l'un des combats lancés par le maire Gabriel Ntchango depuis sa prise de fonction. Mesdames, Messieurs, un communiqué qui vient d'atterrir sur notre plateau et dont je vous fais la lecture. Les membres du gouvernement de la province de Langounié convient les parlementaires et les cadres de la dite province à une importante réunion ce lundi 16 septembre 2019 à la salle de réunion du ministère de l'Agriculture à 14 h. La présence de tous est vivement souhaitée et l'ordre du jour sera communiqué séance tenante. Un autre communiqué du ministère, une communication du ministère de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales, organisée par le ministère de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales en partenariat avec le Centre d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale. Le séminaire national sur l'identification, le suivi et la gestion des projets des risques budgétaires se tiendra du 16 au 20 septembre 2019 à l'hôtel Radisson Blu. La cérémonie d'ouverture du dit séminaire est prévue ce lundi 16 septembre à 9 h. Nous restons toujours dans le domaine social pour parler maintenant de l'Assemblée générale qui a été organisée par la coalition de plusieurs syndicats du secteur du transport. Ils se plaignent naturellement des contrôles abusifs dont ils sont l'objet et c'est pour cette raison qu'ils se sont retrouvés aujourd'hui pour communiquer à la base les conclusions des entretiens qu'ils ont eus avec le ministre des Transports. Octavie Yolandvé, Cédric Zuedo, reportage. Il était question pour le bureau de cette coalition de faire le compte-rendu des entretiens qu'ils ont eus avec le ministre de tutelle. Notamment l'augmentation des tarifs, mais aussi des discussions que nous avons eues à engager avec le ministère des Transports liées à notre activité, comment faire pour sortir de l'informel, mais aussi commencer à commenter le communiqué qui avait été édicté par le ministère des Transports, notamment sur la mise en place de la carte professionnelle du transporteur. Au cours de cette assemblée générale, le secrétaire général a évoqué le problème des contrôles intempestifs. Nous avons eu des rencontres avec les chefs de corps et que ces rencontres ont donné du fruit, qu'il fallait leur rendre compte de cela parce qu'il faut le signifier clairement, dire que le contrôle n'est pas un problème des grands chefs, c'est le problème des petits éléments qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui ne savent pas appliquer les consignes des chefs. Présent à cette réunion, le secrétaire général de la COSIGA a lui souligné le partenariat qui lie la plateforme non seulement à la CPG et à la SNPG. Nous exhortons le gouvernement de la République à la prise en compte de ce secteur d'activité de manière à ce que le taximan puisse bénéficier demain d'une retraite, au même titre que les autres salariés de ce pays. La coalition des syndicats professionnels du secteur des transports
et assimilés dit ne ménager aucun effort pour permettre à ses adhérents d'exercer leurs activités en toute quiétude. Madame, Monsieur, à quelques semaines de la rentrée des classes, une seule idée, une seule pensée pèse dans la tête des parents, c'est-à-dire le trousseau scolaire. Et bien entendu, avec les frais qui concernent la scolarité. Fort heureusement, il y a certaines familles qui bénéficient déjà de certaines largesses de quelques compatriotes, à l'exemple du membre du comité central du PDG du 2e arrondissement de la commune d'Akanda qui a remis des kits scolaires à certains élèves. Andy Tungi, Bertin Osaka. Nous vous disons merci que notre pays demeure et continue à demeurer le miroir dans la sous-région en termes d'accompagnement de l'enfant en difficulté sociale. Un élan de cœur, c'est l'action posée par le membre du comité central PDG 2e arrondissement de la commune d'Akanda aux enfants du centre d'accueil des personnes en difficulté sociale d'Angonje. Moi-même étant orpheline de père et de mère, j'ai eu le sentiment et le devoir intérieur de faire un geste dans ce sens, d'où l'intitulé de la dite action sociale. En effet, un élan de cœur est une action sociale qui s'inscrit parfaitement dans le droit fil des prescriptions de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui sous-tendent l'égalité des chances. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à la première dame, j'ai cité, Sylvia Bongo Ondimba, pour son engagement à œuvrer pour le bien-être de nos orphelins et personnes en difficulté sociale. Un don constitué des kits scolaires, des produits de première nécessité et des produits d'hygiène santé. Si une main tendue en silence console mieux que tous les mots connus, de fois il suffit d'un simple geste pour donner du sourire à ces enfants qui sont des personnes en difficulté sociale. L'appel à agir lancé par M. Brice Lacruche Alianga, directeur de cabinet politique et civil du chef de l'État et fervent défenseur de la politique de l'émergence. Chers camarades secrétaires d'arrondissement, en acceptant d'honorer de votre présence la cérémonie solennelle de remise des dons au centre d'accueil d'Angonje, vous venez de réitérer votre indéfectible attachement à la vision de notre parti. Loin de se substituer à l'État, la donatrice, à travers ce geste, veut participer au bien-être de sa communauté, mais aussi épauler les pouvoirs publics dans ses missions de servir le peuple. Des kits scolaires également aussi pour les élèves du 1er arrondissement de la commune de Libreville et c'est le sénateur du 2e siège qui les a remis. Stevie Ouyan Mezu et Di Yakunda. Plus de 100 kits scolaires viennent d'être remis aux élèves du 2e siège du 1er arrondissement de Libreville par le sénateur de cette circonscription politique. L'action, en cette période de rentrée scolaire, vise à soulager les parents qui, le plus souvent, au mois de septembre, ne savent pas à quel sein se vouer. C'est une aide que nous faisons à l'endroit de nos enfants. Parce que dans notre charte de valeurs du Parti démocratique gabonais, il y a le partage d'une part et il y a également la solidarité. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a un peu plus que l'autre, il doit également l'aider. Donc c'est une aide pour soulager les poches de nos parents. Les bénéficiaires, très touchés par cette marque d'attention, n'ont pas manqué de remercier le donateur tout en promettant en faire bon usage. Au nom des parents, mais aussi des élèves que nous sommes, je vous prie de recevoir nos remerciements et toute notre reconnaissance face à ce don. La cérémonie, empreinte d'humanisme, a vu la présence non seulement des élus du 1er arrondissement de Libreville, mais aussi des parents comptant pour leur progéniture. Un regard compatissant également à l'endroit des personnes du 3e âge du centre de gériatrie de l'hôpital de Mélène. Et c'est l'ONG Active qui leur a remis des produits de première nécessité. Andy Tungi, reportage. Mais aussi des produits alimentaires. Nous sommes venus apporter notre soutien aux personnes âgées, sauf qu'aujourd'hui, pour des raisons de santé, nous ne pouvons pas faire notre action qui est la dératisation et la désinfectisation, mais nous avons quand même tenu à apporter notre soutien
au personnel médical et à nos papas qui sont ici dans leur quotidien. Nous avons tenu à apporter quelques produits divers, notamment des produits alimentaires, des produits de ménage, des paires de gants, pour pouvoir accompagner ce personnel. Un geste humanitaire qui n'a pas laissé les surveillants du centre indifférents. Le Centre national de gérontologie gériatrie est dans la demande, on est dans le besoin. Donc tout ce qu'ils ont apporté, soyez-en sûrs que la gériatrie en a besoin. Donc forcément ça servira au quotidien de la personne âgée. Les 3/4 des personnes âgées qui se retrouvent ici sont des personnes abandonnées, rejetées par leur famille et d'autres envoyées par les services sociaux. Et vraiment merci à cette ONG qui a pensé à nos personnes âgées de la gériatrie. Le centre compte actuellement 28 patients, principalement des personnes en détresse sociale. L'ONG Active va poursuivre sa mission humanitaire sur d'autres sites. Alors, en page politique, on commence par l'installation du nouveau chef de quartier d'Amboé. Il s'appelle Raymond Essono Ontutum. Il a été installé par le premier maire adjoint de la commune de Libreville. Wevin Ovandan, Marlise Mengue, reportage. L'action marque la prise de service de Raymond Essono Ontutum. Désormais, il est officiellement le chef de quartier d'Amboé. Et à son tour, il a installé les membres de sa chefferie. Il prend l'engagement de remplir consciencieusement ses devoirs en tenant bien sûr compte des réalités du terrain. Les décisions prises sur le terrain sont les plus adaptées que celles qui sont prises de façon centralisée, car elles adaptent aux réalités du quartier. Démocratie participative, parce que nous devons accroître la cohésion sociale dans le quartier. Car les réunions sont des lieux de discussion et de proposition. À ce poste, l'homme fait l'unanimité, tant son parcours et ses valeurs morales forcent l'admiration. C'est un notable hors pair, un homme sans histoire, affable et généreux. Un responsable à tout point de vue, marié et père d'une famille nombreuse, qu'il gère avec tout le sérieux et toute la grandeur requis. Il a une longue expérience du secteur privé, où il a servi tour à tour à Inelec, à Sata Gabon, à Procec Valor, à Bissig à l'époque BNCI, et à Diesel Gabon, où il a pris sa retraite. Renvoyé à l'exercice de ses fonctions, l'homme doit dorénavant faire ses preuves. Alors, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, le Conseil des ministres avait adopté un projet de loi portant fixation et répartition des sièges des députés par province, mais également des départements et communes. Alors, d'aucuns objectent aujourd'hui en se demandant comment s'opère ce découpage électoral. Mirande Angué et Alex Onkogué nous proposent des pistes de compréhension. Avec plus de 700 000 habitants, la commune de Libreville compte à elle seule 12 députés répartis dans les 6 communes. Vous savez que Libreville est grand et Libreville a 6 arrondissements. Chaque arrondissement a 2 sièges. Cela veut dire que chaque arrondissement a droit à 2 députés. C'est ce qui explique que les 12 députés, donc c'est 2 députés par arrondissement. Ainsi, avec la nouvelle carte électorale législative, un député élu dans la commune de Libreville représenterait en moyenne 58 000 habitants à l'Assemblée nationale, tandis que son collègue élu dans un autre département n'en représenterait même pas la moitié. C'est vrai qu'il y a des arrondissements qui sont plus grands que les autres, mais le découpage, il a été fait de cette manière. Mais on le respecte, c'est la loi. Mais je vous prendrai l'exemple, par exemple, du 6e arrondissement. Le 6e arrondissement pouvait être, disons, une commune. C'est plus grand, le 6e est plus grand que la commune d'Ovendo, est plus grand que la commune d'Akanda. Mais c'est un arrondissement. Au Gabon, d'autres dispositions obéissant à la volonté d'harmoniser les limites et les contours de certains sièges ont permis de réaliser des aménagements couvrant en même temps la commune et certains cantons dans leur département.
Alors, en page de l'actualité étrangère, nous parlons évidemment de l'actualité brûlante qui est l'élection présidentielle en Tunisie. 7 millions d'électeurs ont voté ce matin. Ils ont été appelés à choisir parmi 26 candidats en lice celui qui devra présider au destin de ce pays. Lydie Patricia Moulet nous en fait le récit. Rarement l'issue d'une élection aura été aussi incertaine en Tunisie, pourtant pays pionnier du printemps arabe. Après une campagne intense en clivage politique clair, des dizaines de personnes patientaient devant les bureaux de vote pour ce premier tour de la présidentielle. Environ 70 000 membres des forces de sécurité étaient mobilisés à travers tout le pays. Parmi les prétendants, Youssef Chahed, un premier ministre au bilan contesté, Nabil Karoui, un magnat des médias, poursuivi pour blanchiment d'argent et incarcéré, ou encore Abdel Fattah Mourou, le premier candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda. Une grande indécision des électeurs face à une offre difficilement lisible. Certains candidats ont tenté de se présenter comme anti-système, une façon pour eux de se distinguer d'une élite politique discréditée par des luttes de pouvoir qui ont favorisé l'émergence de figures indépendantes. Selon certains observateurs, eh bien, ce scrutin est un test pour la jeune démocratie tunisienne car il pourrait nécessiter d'accepter la victoire d'un candidat clivant. Des estimations et sondages sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi, mais les résultats préliminaires ne seront annoncés que mardi par l'instance chargée des élections. À moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour, les partis seront ensuite face au défi de préparer simultanément les législatives du 6 octobre et le second tour de la présidentielle qui devrait se tenir d'ici le 23 octobre. Madame, Messieurs, nous allons nous séparer dans quelques instants, mais je voudrais avant tout de vous parler de la religion. Vous savez que depuis l'année dernière, le Gabon a lancé les célébrations de l'année jubilaire des 175 ans qui marquent l'implantation de l'Église catholique au Gabon. Et hier, le Monseigneur Basile V. Engon, archevêque de Libreville, a célébré une messe diocésaine pour marquer une clôture avant la grande clôture qui aura lieu le 29 septembre prochain. Et donc, il invitait toute la communauté catholique à célébrer cette messe. Georges Kombila Tanguy Taka était parmi les chrétiens qui ont suivi cette homélie. Véritable moment solennel, empreint de joie et surtout de maturité pour l'Église catholique du Gabon qui clôture le jubilé des 175 ans d'évangélisation au Gabon. Un événement chapeauté par l'archevêque métropolitain Basile V. Engon qui dans son homélie s'est apaisanti sur l'exaltation de la foi. Il faut exalter la foi, c'est-à-dire la mettre en hauteur pour que tout le monde la voie. À cause de Jésus qui fut élevé sur ce bois pour le salut de tous les hommes. Action de grâce et eucharistique, tout un cérémonial pour manifester davantage la vocation sacerdotale dans notre pays. Être au service de Dieu implique plusieurs sacrifices, notamment celui de l'écoute et porter sa foi avec amour. L'Église veut exalter justement cet amour ineffable de Jésus envers chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il est vraiment bon de rendre grâce à Dieu pour la croix de Jésus. La croix est donc une sorte de synthèse, même encore, ou mieux encore, le sommet de l'amour de Jésus pour chacun de nous et pour nous tous ensemble. Cette messe archidiocésaine renvoie chacun au bilan de sa relation avec Dieu pour que l'Église au Gabon s'élève de plus belle, comme l'avait dit le défunt pape Jean-Paul II. Madame, Messieurs, voilà, c'est la fin de cette principale édition d'information de Gabon Première. Merci de votre aimable attention. On se retrouve très prochainement et déjà, je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir.